Bonjour, merci Marek pour l'introduction. Je vous remercie aussi tous d'être là si tôt ce matin pour venir écouter un sujet qui, à prime abord, a l'air très abstrait, qui est donc l'organisation des sciences du développement durable. Évidemment, ce que je vais essayer de montrer et ce que j'essaie de faire dans le rapport, ce que j'ai découvert en préparant le rapport, c'est que ces sciences de développement durable devraient être éminemment pratiques et éminemment couplées aux transformations sociales en cours et aux acteurs sociaux. Ça a l'air bancal, mais vous allez voir, le diagnostic des sciences actuelles est accablant. Et moi-même, j'étais fort étonné en travaillant avec mon équipe à ces rapports. La situation est assez dramatique, non seulement côté durabilité, mais également du côté de l'organisation des sciences. Alors le contexte, je vais brièvement rappeler le contexte de ce rapport. Évidemment, vous avez déjà été bien introduit à ça par les keynote speakers d'hier sur la crise écologique majeure. Ici, j'ai mis un slide d'une photo de la mer d'Aral, qui est une des grosses catastrophes écologiques du siècle dernier. Comme vous le savez, c'est une mer qui a été asséchée, qui a la taille de 2 fois la Belgique. Et qui en fait qui a été asséchée pour l'irrigation des champs de coton en Ouzbékistan. C'est une catastrophe à la fois écologique, sociale et de santé publique. Écologique d'abord parce que toutes les espèces de poissons endémiques de ce lac ils ont disparu. D'autre part, au niveau social, toute l'économie qui tournait autour du lac n'existait plus non plus. Et finalement, au niveau de la santé publique, les dépôts de pesticides et d'insecticides qui sont déposés dans le fond du lac se sont évaporés par après, avec pour conséquence tout un ensemble de maladies liées à l'exposition aux produits chimiques qui ont été fort étudiées par l'OMS et les statistiques sont accablantes au niveau des maladies des enfants, des cancers, etc. Donc, catastrophe majeure. Mais l'exemple est intéressant aussi à cause d'un autre titre, c'est que les champs de coton pour lesquels on a asséché ce lac permettent à 500 000 personnes de travailler dans l'industrie du coton. Donc ça crée de l'emploi, ça fait tourner toute une économie de 500 000 personnes dans l'Ouzbékistan. Ce coton nous permet de fournir l'Europe en coton à bas prix pour notre industrie propre du coton. Et donc je trouve que cet exemple montre bien à la fois l'imbrication des aspects sociaux, écologiques et de santé d'une part, et d'autre part, la globalisation de la problématique. Et finalement, il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai montré cette photo. En fait, les illustrations que j'ai montrées dans mon exposé sont tous pris des photos par Thierry Demey, qui est un des 4 co-directeurs du Centre chorégraphique Charleroi Danse de la Communauté française. Et c'est un artiste qui développe tout un travail multidisciplinaire qui n'est pas sans écho avec les leçons du rapport. Parce qu'en fait, ce qu'il essaie de faire très précisément, et c'est une leçon relativement difficile à faire passer, mais je trouve que ses travaux illustrent bien, c'est qu'à la fois dans la danse contemporaine, il s'inspire des mathématiques et des formes abstraites de la danse, vous allez le voir dans certaines photos, mais d'autre part, il travaille sur la présence. Et ça, c'est un thème que j'ai appris en discutant avec lui, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une véritable virtualisation du savoir. Et vous allez le voir avec l'exemple de l'économie et le modèle macroéconomique. Aujourd'hui, les gens sur la place de la bourse, ils sont là avec leurs iPads et ils ont les modèles mathématiques en main et prennent les décisions sur base des modèles mathématiques du monde virtuel. C'est exactement ce travail-là que Thierry Demey essaye de faire également, c'est de combiner à la fois les acquis des mathématiques, des compressions des formes qui ont été expérimentées dans la danse contemporaine, mais retrouver la présence, l'implication des acteurs, le concret, etc. Et c'est ce couplage-là qui manque cruellement dans les sciences contemporaines. J'essaie de passer, voilà. Alors le contexte du rapport, je vais être relativement bref. Ce que j'aimerais bien souligner, c'est que l'ensemble des données que j'ai mises sur le transparent ne sont pas produits par 1 ou 2 scientifiques, mais sont tous le résultat de rapports majeurs et coécrits par des milliers de scientifiques. Et donc la première ligne, la dégradation des écosystèmes, c'est un résultat de 3 ou 4 années de recherche par 1500 scientifiques sur le plan global qui ont fait une analyse de tous les écosystèmes. Ça a été contrôlé par peer review
Et le résultat est très clair, 60% des écosystèmes dont les êtres humains dépendent pour leur survie sont dégradés. Et bon, c'est un rapport volumineux, j'ai repris juste une des conclusions. Vous allez voir, toutes les autres conclusions sur le plan social, écologique et santé publique sont accablantes également. Vous connaissez ces données autant que moi. Donc le réchauffement planétaire, donc si la température augmente de 2 degrés au plus, ici je parle sous contrôle de l'expert, ce changement entraînera des évolutions écologiques et socio-économiques majeures. C'est un copier-coller du rapport, donc je ne prends pas trop de risques. Maintenant, le rapport de 2007, il dit bien que dans les scénarios les plus positifs, les plus optimistes, on aurait une augmentation de 1,8 degrés. Dans les scénarios les plus pessimistes, on a une augmentation de 4 degrés. Dans le rapport 2007. Donc on est déjà très proche de ce qui est attesté ici et probablement ceci doit encore être vu à la hausse. Le pic pétrolier, donc fin du pétrole bon marché, en même temps on sait que 60% des besoins d'énergie au niveau mondial dépendent du pétrole. Inégalité, c'est important aussi parce que comme vous avez vu dans l'exemple de la mer d'Aral, les deux sont fortement liés. 20% de la population mondiale représente 86% des dépenses de consommation privée totale. Il faut ajouter à ça que les autres 20%, les 20% les plus pauvres, ne représentent que 1,3% dans la consommation mondiale. Donc on voit bien l'inégalité dans la consommation des ressources. Donc l'enjeu écologique est d'emblée un enjeu social. Et à ceci s'ajoute que ces inégalités n'ont fait qu'augmenter, y compris dans les pays de l'OCDE. Donc les 5 dernières années, on voit une augmentation des inégalités dans les pays industrialisés également. Et finalement, les catastrophes écologiques entraînent un exode rural massif, ce qui a comme conséquence que près d'1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles, soit donc un tiers de la population urbaine totale du monde. Cette situation est inquiétante, ce n'est pas l'objet du rapport, mais il fallait quand même mettre bien le contexte dans lequel on travaille. C'est que tous les facteurs qui causent ces crises continuent d'augmenter en importance. Donc ça, vous connaissez autant que moi. Le niveau de consommation dans les pays industrialisés augmente, la population mondiale augmente, l'utilisation des ressources augmente, la consommation énergétique augmente. Donc toutes les crises que j'ai signalées au préalable, tous les facteurs qui causent ces crises continuent d'augmenter. Alors, en réponse à ça, c'est que d'une part, les efforts qu'on a entrepris jusque maintenant n'ont pas inversé la tendance dans l'aggravation des crises majeures. La société s'inquiète, preuve en est le succès de ce congrès. Il s'interroge et il se trouve en attente d'une action politique capable de répondre à ces crises. Mais, et ça c'est bien l'objet du rapport, la science actuelle n'a pas fourni de solutions significatives à ces crises jusqu'aujourd'hui. À titre frappant, la crise économique et financière que nous connaissons a mis crûment en lumière l'incapacité des économistes à comprendre les événements et apporter des solutions pertinentes. Et je ne parle pas uniquement de la crise de 2008, je parle bien des bulles financières cycliques qu'on a connues en Amérique latine, puis en Asie, et maintenant avec la crise de 2008. Il s'agit d'une instabilité du système financier qui n'est pas pris en compte dans les modèles actuels. D'autres exemples de cette incapacité des sciences, c'est incapacité de solutions élaborées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, à résoudre la question des déchets nucléaires, à enrayer l'extension de la biodiversité et la destruction des écosystèmes vitaux pour l'homme. Alors, quel est maintenant le diagnostic du rapport par rapport aux sciences? C'est que ce n'est pas des échecs locaux, c'est des échecs systémiques générés par une science qui est devenue éthiquement neutre et virtuelle. Et je le dis maintenant, je le dirai à la fin également, ceci évidemment s'applique spécifiquement aux sciences de la durabilité, pour lesquelles ces deux présupposés entraînent plein de points problématiques, mais ça s'applique pour d'autres sciences également. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'ensemble des sciences, que des sciences purement formelles et représentatives, auront également un rôle toujours à jouer. Alors, un exemple de cette science éthiquement neutre et qui est devenue de plus en plus virtuelle, l'exemple de la macroéconomie financière. Il y a 2 échecs qui ont été attestés par les meilleurs économistes, par des prix Nobel en économie, et malgré ces échecs-là, on continue toujours de travailler avec ces modèles. Le premier point, c'est la neutralisation éthique, c'est-à-dire le fait que la science et l'éthique sont complètement découplés. De quelle façon est-ce que ça se passe en macroéconomie? Les modèles qu'on utilise aujourd'hui et qu'on continue à utiliser, c'est basé sur modélisation abstraite et mathématique de l'équilibre. Donc, ce sont des systèmes à l'équilibre, et ceci pour des contraintes de calculabilité. Ceci entraîne une marginalisation systématique de la question des risques systémiques,
et des instabilités du système financier qui sont précisément les points qui demandent un positionnement éthique. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux crises? Quelle est notre responsabilité collective par rapport à un système qui en fait n'est pas calculable? Mais on se donne l'illusion qu'il soit calculable. Alors comment est-ce qu'on nous produit cette illusion? Ça, vous pouvez le regarder dans le rapport. Soit par la réduction à des modèles de probabilité, et ces modèles-là, c'est précisément ces modèles-là qui sont utilisés par les gens avec leur iPad dans la bourse, qui sont là avec le modèle mathématique, c'est ces modèles-là qu'ils utilisent au quotidien. Mais la science montre clairement que ces modèles qui influencent nos décisions sont trop abstraits pour qu'on puisse les confronter à des données. Soit en définissant simplement ces risques comme extérieurs à la responsabilité des participants du marché, et là c'est une citation de nouveau d'un prix Nobel en économie, qui dit, voilà, ces risques sont extérieurs à mes modèles, l'économie ne peut pas s'en occuper, et donc finalement la macroéconomie va concevoir les risques comme des chocs exogènes qui viennent en dehors de l'économie, et donc qui ne sont pas de la responsabilité des banques. Ce que je vous raconte ici, c'est littéralement la façon dont les modèles fonctionnent. Maintenant, le deuxième point du rapport, c'est que même si on arriverait à coupler les modèles mathématiques à une conscience éthique et donc avoir un débat sur la responsabilité par rapport au risque, il reste le problème, un nouveau problème qui est en train d'émerger, qui est la virtualisation du savoir. C'est-à-dire que les modèles éthiques et mathématiques peuvent rester abstraits, c'est-à-dire peuvent rester découplés des transformations sociales effectives et des types d'engagement que les acteurs veulent bien prendre dans des situations concrètes. Et c'est là qu'on va introduire la thématique de la transdisciplinarité qui, les dernières années, est en train de monter en pouvoir. Donc ici, en économie, c'est très clair que les modèles se basent sur des comportements sociaux et humains que les preuves empiriques ont largement contredits. Les économistes sont tout à fait d'accord avec ça. Là, je ne dis rien de provoquant. Ils vont simplement, au niveau épistémologique, après dire « oui, mais nos modèles, ils font comme si ». Il y a toute des littératures là-dessus. Mais précisément, pour les sciences de développement durable, on ne peut plus continuer à faire comme si. Parce que les agents ne se comportent pas comme l'agent représentatif modélisé par les économistes, qu'ils calculent donc des probabilités de tous les événements futurs de manière à maximiser son utilité, hypothèse bien connue, mais ça, évidemment, c'est un contraste avec la dynamique sociale à l'œuvre dans le monde réel. Alors, quelles sont les conséquences de cette virtualisation du savoir et ce découplage de l'éthique? Et je le illustre ici pour la macroéconomie. On va voir que c'est présent, c'est valable pour toutes les sciences. Ce n'est pas uniquement valable pour l'économie, mais en tout cas, les conséquences sont spécifiques. D'une part, on a des crises financières cycliques non assumées par ces modèles mathématiques. Donc, ça renforce une mentalité court-termiste, des gains financiers à court terme et défavorise les pratiques durables de long terme. Donc, par exemple, et de nouveau, il y a évidemment des économistes hétérodoxes, et c'est bien aussi l'objet du rapport de montrer cela, mais dans le modèle dominant, il est beaucoup plus intéressant sur le plan financier d'investir dans des dérivés, des derivatives qui portent sur des ressources naturelles comme des forêts, de couper toutes ces forêts et de réinvestir l'argent dans le cycle financier, parce qu'à court terme, ça rapporte du gain, mais là, à long terme, on est quand même dans la stabilité et dans la non-prédictibilité. Et donc, ces investissements sont tout à fait motivés et justifiés par le système. Absence de régulation qui prennent en compte les dynamiques sociales réelles, comme les spéculations monétaires, les comportements grégaires qui peuvent entraîner des risques de crises récurrentes. Cependant, et soyons très clairs là-dessus, ce sont précisément ces modèles mathématiques qui sont utilisés, qui sont l'épine dorsale des modèles élaborés au sein du Fonds monétaire international, du Conseil de la Réserve fédérale aux États-Unis, de la Banque centrale européenne et de nombreuses autres banques centrales. Donc le concept de crise comme choc exogène par rapport à un ensemble de modèles mathématiques sophistiqués est tout à fait le modèle qui continue à être utilisé pour conseiller les décideurs publics. Il y a des alternatives qui se construisent, et donc j'ai bien pris soin dans le rapport d'essayer d'apprendre de ces alternatives. Donc ne pas apporter des conclusions qui viennent d'une philosophie abstraite, mais on a fait avec notre équipe un aperçu de toutes les alternatives qui émergent. J'essaie de voir quelles sont maintenant, s'il y a des alternatives qui fonctionnent bien, quels sont les points communs de ces alternatives. Et c'est ça finalement la conclusion du rapport. Une des alternatives, il y en a beaucoup, c'est l'économie post-keynésienne, qui elle a tout un ensemble d'hypothèses qui semble intéressant dans la perspective d'une science de la durabilité. Donc d'une part, ces modèles reconnaissent la certitude, reconnaissent le caractère historique des systèmes économiques, au lieu de supposer que tous les systèmes tendent vers l'équilibre. Plus précisément aujourd'hui, en fait, la macroéconomie est couplée avec la microéconomie dans laquelle est exprimée cette hypothèse d'équilibre. L'impact de la rationalité sociale est clairement pris en compte. Il y a un accent sur la croissance du bien-être des individus et pas uniquement sur le système de stabilisation des prix. Donc, ce n'est pas uniquement l'inflation, mais le prix
en économie post-keynésienne est lui-même une construction sociale. Et puis finalement, prendre en compte les limites intrinsèques des ressources naturelles dans les hypothèses de croissance. Les modèles macroéconomiques, ils supposent 2% de croissance. Ils mettent une hypothèse de croissance, mais jamais personne n'a vérifié si nous disposons des ressources naturelles pour réaliser ce chiffre de croissance. Ces pathologies, ils sont clairement attestés qu'on est pathologies, sont présentes dans de nombreux autres domaines qui influencent les choix politiques. Et donc, je vais vous en donner quelques-uns. Et pour chacun de ces domaines, de nouveau, il y a des alternatives qui sont en train de se développer, mais qui ne sont clairement pas dominantes. La théorie des systèmes d'innovation. Donc, si on parle de financement de la recherche publique, on parle des droits de propriété intellectuelle, on parle donc d'un concept de soutenir un développement technologique pour soutenir la croissance. Alors, quelle est la question centrale des systèmes d'innovation, de cette théorie dominante? C'est que comment générer de nouvelles innovations de manière aussi efficiente et efficace que possible. C'est la théorie standard utilisée par l'OCDE qui fournit des statistiques, des analyses et des recommandations basées sur cette théorie. Cependant, une telle théorie, même s'il est valable, et ça, je voulais le dire avec l'introduction sur le chorégraphe de Charleroi-Dance, l'idée n'est pas de rejeter les mathématiques, la complexité, tout ce que ça a apporté au niveau du développement humain, mais c'est de réintégrer ces développements dans le contexte social et dans une réflexion éthique. Et donc ces théories sont déconnectées des dynamiques sociales de transition et de la question de coordination entre les acteurs des systèmes d'innovation, les usagers et les parties prenantes. Et d'où tous les effets de problèmes de blocage dans l'introduction de nouvelles technologies pour la durabilité. Même la gestion de durable des sources naturelles, donc même la science auquel on essaierait de faire référence pour résoudre les problèmes écologiques, c'est-à-dire les sciences de l'environnement, ils souffrent de la même pathologie. Un concept, en tout cas, dans leur lien avec les politiques, un concept central, c'est le rendement maximal soutenable dans la productivité des écosystèmes. C'est un concept qui est clairement critiqué par les biologistes, qui ne fait plus une unanimité. Mais, par exemple, dans la politique de la pêche de l'Union européenne, c'est cette théorie-là qui est utilisée. Donc, si on va réguler la pêche dans la mer, on va avoir recours à cette théorie-là, qui est pathologique parce qu'elle est déconnectée d'une analyse socio-écologique du maintien de la fonctionnalité des systèmes vivants dans l'ensemble, donc pas uniquement focalisée sur une espèce, mais sur l'ensemble de l'écosystème, ainsi que du maintien des pratiques sociales qui préservent ces fonctionnalités. De nouveau, il y a des exemples accablants de basculement soudain de systèmes de pêche dans le nord du Canada qui n'ont pas été prévus par les scientifiques et ont donc entraîné des politiques publiques complètement désastreuses. Et par rapport à ces politiques publiques, c'est la même chose avec les crises et les risques du système économique. C'est après le contribuable qui doit les payer. Autre exemple, la gestion d'un grand parc naturel dans le sud de Floride, les Everglades. En fait, dans l'année 90, ils ont développé des modèles pour simuler le besoin en eau fraîche de ces systèmes. Et sur cette base-là, ils ont injecté de l'eau dans cet écosystème, mais ils n'avaient pas pris en compte le changement de comportement des agriculteurs qui changeait, en fait, qui à un certain moment commençaient à utiliser moins d'eau. Et donc, par conséquent, parce qu'il y avait ces modèles qui étaient découplés d'une interaction avec les acteurs, ils ont détruit l'écosystème. Ils se sont rendus compte, évidemment, assez rapidement. Et maintenant, ils doivent faire un effort de restauration qui est en fait l'effort de restauration le plus cher jamais entrepris aux États-Unis d'un écosystème, sur base de modèles scientifiques fournis par les sciences de l'environnement. Donc, il y a une véritable pathologie des sciences. C'est aussi un apprentissage, évidemment. On s'en est rendu compte progressivement qu'il faut changer la façon de faire les sciences pour la durabilité. Théorie économique de la croissance, donc là, je peux être assez rapide. Vous connaissez tous la focalisation sur l'indicateur du produit intérieur brut dans les médias, dans la presse, etc. C'est une théorie standard utilisée par les politiques, mais de nouveau, et je ne dois pas le dire à cet auditeur-ci, de nombreuses études montrent qu'il n'y a pas de corrélation systématique avec le bien-être des individus, le progrès social ou le développement humain. Alors, quelle est la réponse principale donnée par les gens qui essayent, dans ces différentes disciplines, de construire des alternatives ? D'une part, l'émergence des solutions requiert l'effort de tous les acteurs sociétaux, y compris du monde scientifique. Et les scientifiques, aussi de nombreux prix Nobel comme Elinor Ostrom, il faut une transformation en profondeur de la pensée et des méthodologies, et d'autre part, des pratiques et des modes d'organisation de la recherche au sein des universités et des institutions de recherche. Le premier axe d'action, c'est qu'il faut changer les modes de pensée. Et là, j'ai trois grandes réponses
que j'ai trouvé dans les rapports, c'est l'interdisciplinarité, donc c'est le premier slide. Ensuite, j'ai la transdisciplinarité, et finalement, j'ai aussi reconnecté avec l'éthique du développement durable. Alors l'interdisciplinarité, ici, c'est un manuel d'une chorégraphie où on voit bien que ça combine à la fois les théories mathématiques du chaos, donc des compréhensions qui nous ont été fournies par les sciences formelles, mais on retrouve aussi la présence, les formes du corps, etc. Et donc on trouve une pratique interdisciplinaire au sein d'une pratique chorégraphique. Quel est le point clé de ce modèle d'interdisciplinarité? Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là. Ça combine description analytique des systèmes socio-écologiques complexes avec l'analyse des pratiques sociales. Donc ce n'est pas uniquement une interdisciplinarité entre, par exemple, l'économie et les sciences de l'environnement, mais c'est l'interdisciplinarité qui va jusqu'à inclure une analyse des pratiques sociales et les voies de transition. Deuxième réponse, et là on est de nouveau avec la mère d'Aral, ces sciences doivent se coupler de façon systématique à une éthique de durabilité forte, c'est-à-dire une éthique qui reconnaisse les limites intrinsèques de la biosphère. Là non plus, il n'y a pas question de dogmatique, ce n'est pas une sorte de critère que toutes les sciences doivent satisfaire, non. Il faut que les sciences intègrent dans la présentation de leurs résultats un positionnement critique par rapport à l'éthique de durabilité. Donc si dans certaines situations, on pourrait avoir un découplage relatif entre, et donc pas absolu, entre introduction de nouvelles technologies et utilisation de ressources, il se peut qu'il y a des situations où c'est le cas. Il se peut qu'il y a des situations où c'est justifié de ne pas aller jusqu'au découplage absolu. Et donc je me réfère au keynote d'hier. Donc l'éthique de la durabilité forte, c'est vraiment que le scientifique doit explicitement dire pourquoi est-ce qu'il peut avancer une hypothèse de découplage relatif ou absolu. Il doit le justifier, ouvrir le débat pour réintégrer l'éthique de façon discursive, délibérative et démocratique dans la pratique scientifique. Donc deuxième point, intégrer une discussion sur l'éthique de durabilité forte. Troisième point, et ça c'est le point qui émerge de plus en plus aujourd'hui en lien avec le danger de virtualisation de la science, c'est la transdisciplinarité. Alors qu'est-ce que la transdisciplinarité? C'est le fait de combiner l'expertise scientifique avec l'expertise des acteurs sociaux en situation. Donc des experts de la durabilité qui sont experts parce qu'ils ont une implication concrète et parce qu'ils ont un savoir venu de contextes pratiques. Et ici, vous voyez une tresse à 5 voix qui est en fait une chorégraphie à 3 personnes où tout un chacun de nous, et donc c'est dans le domaine du château de Senef en Belgique, on peut se mettre sur la tresse et en suivant chacun une couleur, en fait, on reproduit une chorégraphie de danseurs. Donc on participe à une chorégraphie et ça a énormément de succès. Les gens se prennent un plaisir de se croire un jour un danseur d'une chorégraphie de danse contemporaine. Deuxième axe. Si effectivement on a ce constat accablant, on a des messages qui émergent, qui peuvent paraître relativement ambitieux, il faut changer le mode d'organisation parce qu'il est clair qu'au niveau des fonctions actuelles des institutions, ça ne pousse absolument pas dans la direction de l'interdisciplinarité, de l'intégration du débat éthique sur la durabilité et de la transdisciplinarité. Et ceci est vrai également pour les sciences de développement durable. Donc il y a des scientifiques qui ont fait une analyse de plus de 15 000 articles en peer review qui mettent comme mot-clé sciences de développement durable ou durabilité, donc qui sont explicitement des articles sur la durabilité. Et bien, dans ces articles-là, qui peuvent être répartis en 3 rubriques, soit dans des revues de sciences de l'environnement, soit dans des revues de sciences économiques, soit dans des revues de sciences sociales, on a regardé à quel degré les articles qui sont des articles sur la durabilité réfèrent l'un à l'autre à d'autres disciplines. Le moins souvent, les références se font dans les articles en sciences de l'environnement. Et on parle de 15% de cross-referencing, donc 15% de références à d'autres disciplines. Ça veut dire que 85% des articles en sciences de l'environnement qui spécifiquement sont sur la durabilité ne sont pas interdisciplinaires. La situation est un peu meilleure dans les articles économiques et sociologiques, simplement parce qu'il y en a moins et parce qu'ils construisent une niche et donc ils sont obligés de se référer aux autres disciplines. Mais donc il est très clair qu'on est encore très loin de ce beau message d'un changement possible des sciences de développement durable. Alors bon, les pistes existent et je vais vous montrer en conclusion des initiatives majeures qui ont été entreprises dans d'autres pays et qui sont vraiment prometteurs et inspirants. Donc d'une part, il faut développer de nouveaux incitants pour promouvoir la poursuite des carrières spécifiques dans les sciences de développement durable, parce que ça demande bien une expertise spécifique. On ne va pas l'inventer du jour au lendemain. Il faut développer des formations, des méthodes de recherche alternatives qui sont des méthodes
qui combine plusieurs approches quantitatives et qualitatives. Mettre fin à la domination unique de l'examen monodisciplinaire par les pairs. Donc, le problème n'est pas l'examen par les pairs, parce que c'est un outil extrêmement puissant et fécond, mais c'est le fait que l'examen par les pairs est monodisciplinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on soumet un projet interdisciplinaire, et j'en ai soumis pas mal? On triche. En fait, on réécrit son projet interdisciplinaire pour en faire un projet monodisciplinaire pour avoir une chance de passer dans le comité d'évaluation. Parce que les comités d'évaluation, si c'est un projet interdisciplinaire, on l'envoie à plusieurs experts monodisciplinaires. Donc, tu es à la fois jugé par plusieurs experts qui, eux, ne connaissent rien aux autres disciplines et donc ils sont toujours insatisfaits parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on utilise telle et telle méthode d'autres disciplines. Donc voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de témoignages dans l'auditoire qui peuvent dire la même chose. Je vois beaucoup de gens qui rigolent. Par contre, l'outil est très puissant, l'examen par les pairs. Il peut être réformé. Et comme il y a des spécialistes qui émergent de ce genre de sciences interdisciplinaires et transdisciplinaires, on peut facilement faire une liste d'experts qui sont formés dans ce type de sciences et qui pourraient utilement être les nouveaux experts d'examen par les pairs pour précisément ces objets-là. Et finalement, il faut mettre en place des nouveaux outils scientifiques organisationnels pour inscrire cette réforme des sciences dans le long terme. Donc pas juste des petits changements ici et là. Alors on peut agir en s'inspirant des succès existants. Je ne vais pas lire ce slide parce qu'en fait, c'est les rubriques de mes exemples. Alors, première catégorie, c'est les établissements d'enseignement supérieur, donc le low-hanging fruit. On peut commencer là où c'est facile de commencer à faire des changements. Ici, c'est simplement pour montrer que ce n'est pas dans les grosses universités nécessairement. C'est une petite université en Allemagne qui a initié un programme de recherche socio-économique dans lequel d'emblée les disciplines naturelles et sociales sont couplées et où les acteurs de la société, les consommateurs, autorités locales, entreprises, ONG sont impliqués dans le design du projet de recherche. Donc ce n'est pas de la consultance, c'est véritablement explorer les voies de transition faisables et légitimes de la société aujourd'hui. Ils ont aussi un master international où les cours sont les sciences de l'environnement, l'économie et l'éthique. On enseigne le même cours à un panel d'étudiants de master. Et il y a chaque fois des soutiens pour ces programmes. Une étape plus loin, et c'est un des exemples, à mon avis, les plus développés aujourd'hui, c'est l'Université de Tokyo, c'est le Graduate School of Frontier Sciences. Alors, ils ont fait plein de choses là-bas, donc je pense que c'est un peu trop ambitieux pour nous, mais ça nous inspire quand même. D'une part, l'université a construit un partenariat avec une ville pour un projet de développer des low carbon solutions, donc des solutions faibles en carbone dans tout le quartier. Ce qui implique de travailler avec des personnes âgées sur la mobilité, ce qui implique de travailler sur les éclairages, sur l'architecture, sur les jardins urbains, etc., etc. Ça implique de développer plein de projets. Ils sont développés en partenariat direct avec les chercheurs de l'université qui explorent les pistes possibles avec la population et qui apportent des solutions techniques. En plus de ça, ils organisent une formation aussi de niveau master, mais dans la formation, ils intègrent également la transdisciplinarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants qui font un travail de master, ils vont aller 2 mois dans ce quartier de Kashiwa et ils vont faire des interviews, des multi-stakeholder workshops, donc des séminaires avec les parties prenantes pour tester le sujet qu'ils sont en train de développer dans leur master. En plus de ça, cette université a créé une nouvelle revue Sustainability Science. Ils ont créé des réseaux, etc. Donc, ils sont très actifs et je pense qu'ils peuvent vraiment nous inspirer vers où on peut aller dans les établissements d'enseignement supérieur. À un niveau au-delà, on doit... il y a des initiatives de recherche programmatique. Et je dirais qu'en Belgique, au niveau de Belspo, on voit déjà ces initiatives. Il y a déjà une expérience à ce niveau-là, dans le projet interdisciplinaire et transdisciplinaire. Et c'est évidemment quelque chose à saluer, à développer davantage. Ici, de nouveau, malheureusement, c'est de nouveau un exemple du Japon. Je n'ai pas fait exprès parce que dans le rapport, l'objet n'était pas de faire une analyse systématique des exemples existants. J'ai juste pris des exemples phares. Ici, on ne va pas plus loin au niveau de la recherche programmatique. C'est que dans la recherche, les scientifiques ils font des stages de recherche en résidence. Donc, ils vont aller vivre 2, 3, 4 mois avec les acteurs sociaux dans le quartier sur lequel on fait la recherche. Et le projet essaie d'acquérir un savoir sur ce mode de collaboration. C'est pour ça qu'ils ont maintenant des lignes directrices sur les collaborations que maintenant des parties prenantes locales et les scientifiques spécialistes utilisent. Donc on a bien 3 types de partenaires. On a les parties prenantes locales, on a les scientifiques de laboratoire et entre les deux, on a des sortes de knowledge brokers, des scientifiques d'interface
qui font la traduction entre ces deux mondes. Et un des outils de cette traduction sont les lignes directrices sur la collaboration. Et finalement, un troisième niveau, donc après les changements dans les institutions, la transformation de la recherche programmatique, il faut bien réfléchir à l'institutionnalisation de long terme. Hein, donc dans une idée d'un changement progressif, c'est important d'institutionnaliser. L'idéal serait évidemment de créer des instituts de recherche autonomes et indépendants qui permettent de pratiquer ce type de sciences. En Suisse, il y a un exemple intéressant, c'est le réseau pour la recherche transdisciplinaire qui fonctionne depuis 2008 et qui est une sorte de plateforme d'accumulation de savoir. Qu'est-ce qu'on sait des succès et des choses qui n'ont pas marché au niveau des sciences de développement durable. Ils ont aussi une conférence nationale sur l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Déjà, ici, on a un bel exemple dans cette conférence-ci. Ils émettent des prix de l'Académie suisse pour la recherche transdisciplinaire, donc décernés chaque année. Ils ont aussi un manuel méthodologique, ils ont plein de choses online, etc. Donc, c'est une initiative d'institutionnalisation progressive des sciences de développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en conclusion de ce rapport? Comme j'ai dit en introduction, il y a bien une crise de développement durable sans précédent auquel on est confronté à l'échelle planétaire. On ne pourra pas relever ce défi, et ça simplement en analysant les sciences actuelles et leur impact sur les politiques publiques et les résultats, comme l'exemple des Everglades dans le sud de Floride. Hein, on voit très clairement les conséquences d'une science classique. Il faut réintégrer la science dans une vision, dans une discussion sur l'éthique de la durabilité et la sortir de sa tour d'ivoire. Il y a donc un besoin urgent, dans la mesure où la crise de la durabilité appelle des réponses urgentes, de nouvelles filières de recherche. Et je compare ceci avec, donc il ne s'agit évidemment pas de remplacer les filières de recherche existantes, mais de construire des filières de recherche parallèles et de les intégrer dans nos universités. Et on a déjà testé à l'émergence de nouvelles filières de recherche au début du XXe siècle avec la recherche appliquée. Ça n'existait pas au XIXe siècle. Et quand le MIT aux États-Unis a commencé à faire la recherche appliquée, à collaborer avec les industries, tout le monde a dit « mais c'est quoi ça? C'est pas de la science, c'est pas universitaire ». Puis après 30-40 ans, tout le monde s'y est mis. Et finalement, maintenant, on accepte tout à fait qu'étudier de l'ingénierie à l'université, ça fait partie de l'université. Ce n'était pas évident fin du XIXe siècle. Mais de la même façon, on a besoin urgent d'introduire une nouvelle filière de recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire qui doit faire partie structurelle des universités. Et il faut, dans une vision progressive, de nouveaux incitants pour promouvoir les nouvelles pratiques scientifiques basées sur la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité et l'éthique de soutenabilité forte. Et le message est bien, et ça on essaie de détailler plus dans le rapport également, qu'il faut combiner les trois à la fois. Hein, si on fait uniquement de l'interdisciplinarité et de l'éthique de soutenabilité forte, on reste dans l'abstrait et on ne donne pas une réponse à la virtualisation du savoir. On ne réintroduit pas l'acteur présent dans son engagement concret au sein même de l'exploration des voies de transition. Voilà, ça c'est la conclusion du rapport. Merci pour votre attention. Encore une petite photo de chorégraphie prise sur un gratte-ciel à Bruxelles, qui pour moi résume bien les différents aspects de présence corporelle, d'interdisciplinarité et de modernité également. Donc il ne s'agit évidemment pas de mettre la modernité sur le côté. Je tiens aussi en conclusion à remercier les personnes du cabinet qui m'ont accompagné dans ce rapport, dont les critiques évidemment ont été cruciales pour avancer. Je remercie aussi les gens de mon équipe et du comité d'accompagnement scientifique et académique, dont certains sont présents également dans la salle. Voilà. Thierry Hans, Université catholique de Louvain. Merci pour cet exposé qui est extrêmement intéressant et qui met en lumière toute une série de choses. En tant que scientifique écologiste, je voudrais quand même intervenir sur un point par rapport à cette pathologie des sciences pour faire remarquer que quelque part, c'est quand même aussi des scientifiques qui ont mis en évidence, déjà il y a très longtemps, les changements climatiques, la crise de la biodiversité, et qui ont fait des appels et qui ont fait quelque part bouger le monde politique. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine pathologie des sciences, mais je ne suis pas sûr que ce soit une pathologie des sciences. C'est une pathologie de notre modèle de développement qui fait qu'on finance les sciences d'une certaine façon et qu'à un certain moment, il y a des scientifiques qui sont sortis malgré tout de là et qui conservent une vision, je dirais, plus globale avec de l'éthique, avec des choses qui sont dedans. Voilà, c'était...
Merci beaucoup. Non, non, ça c'est très très important à souligner et c'est un point difficile à expliquer. Donc, le socle de tout ça, c'est bien la science, c'est bien la modernité, c'est bien de là qu'on part. Le problème, c'est que c'est le mode d'organisation de la science. Donc, c'est la façon dont la science est organisée dans son lien avec la société, avec les politiques qui posent problème aujourd'hui. Et ça joue doublement. Ça joue au niveau des pathologies qui peuvent proposer des concepts qui sont découplés et qui si tu veux, renforcent le découplage par l'éthique, par une sorte de rhétorique d'auto-affirmation. Mais ça se joue aussi par ces scientifiques qui ont écrit ces rapports sur la biodiversité, sur le changement climatique, qui sont frustrés de constater que malgré la multiplication de ces rapports, on n'arrive pas à créer la transition voulue. Il y a évidemment plein de choses positives qui se passent, mais pas une transition massive de nos sociétés. Et donc ça joue de deux façons. Mais bien sûr, même si on parviendrait à réorganiser la science, c'est-à-dire à avoir un autre mode d'organisation qui réintègre les sciences dans le débat démocratique sur l'éthique et dans des voies de transition concrètes sur le terrain, par exemple dans les politiques au niveau des villes qui se développent beaucoup aujourd'hui, même si on parvient, le socle reste la science. Donc il s'agit bien si tu veux, de réinventer la modernité scientifique en organisant autrement sa connexion avec les acteurs et l'éthique. Donc je pense que c'est une remarque très très importante qu'il ne faut évidemment pas oublier. Oui, voilà, je vais être bref. Oui, Dominique Méda, je suis professeure de sociologie à Dauphine, je suis ici. Et depuis un an, j'ai eu la chance de pouvoir développer une chaire que j'ai appelée reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale, dans un endroit non classique, c'est-à-dire un nouvel endroit qui s'appelle le Collège d'études mondiales au sein de la Fondation des maisons de sciences de l'homme. Donc déjà un truc pas très classique. Et donc depuis un an, je développe un séminaire, je le développe avec Isabelle Cassirs et on essaye de faire tout à fait ce que vous avez présenté, c'est-à-dire de l'interdisciplinaire et du transdisciplinaire. On espère d'ailleurs que beaucoup de gens d'ici pourront venir à notre séminaire. Alors je trouve que ce que vous avez fait, c'est extrêmement important. Je trouve que vous avez bien diagnostiqué les principaux points de résistance et ils sont énormes, notamment sur l'évaluation des chercheurs, les promotions, les revues. Et j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que faire ça ne signifie pas quand même un coût d'entrée considérable, y compris pour les chercheurs qui participent? Vous voyez, quand on invite des économistes, moi par exemple j'ai fait de l'économie mais pas à un super niveau, donc ça suppose que chacun des participants vraiment aille en dehors de sa discipline, enfin aille au plus loin, quoi. Et comment on peut faire ça? Et ma deuxième question, est-ce que, je pense qu'il y a comment dirais-je, des blocages sur les fondements épistémologiques. Est-ce que chaque science doit pousser au plus loin ses hypothèses et ses axiomes, en quelque sorte, ses présupposés méthodologiques, ou est-ce qu'il ne faut pas carrément passer à une espèce de nouvelle science qui, précisément, devrait fabriquer de nouvelles hypothèses, de nouveaux axiomes, et est-ce que ça n'est pas uniquement de cette façon qu'on pourrait s'en sortir? Autrement dit, est-ce qu'on ne doit pas revoir les fondements épistémologiques de chacune de ces sciences? Voilà, merci beaucoup. Je n'ai pas osé utiliser le terme épistémologique parce qu'évidemment, ça demande une explication, mais je pense que c'est bien ça le point. Par rapport à votre première question, le coût que ça demande pour les chercheurs et l'investissement, je crois qu'il est important. Le challenge est énorme, mais le challenge n'est pas différent de l'autre transformation qui a eu lieu, par exemple, au début du XXe siècle, quand on a inventé les sciences appliquées, ou au début du XIXe siècle, quand Humboldt a dit l'université du Moyen-Âge, il faut se dépasser, il faut introduire la recherche dans une institution qui, depuis 5 siècles, était uniquement dédiée à l'enseignement. Donc, pour moi, le challenge est de cette taille-là, donc il est grand, mais il n'est absolument pas impossible. Je veux dire, on l'a relevé dans le passé, on peut le relever aujourd'hui également. Sur le point épistémologique, effectivement, si je parle d'un mode d'organisation de la recherche différent, ça implique une reconfiguration épistémologique complète. Et c'est pour ça que le rapport, c'est bien un rapport sur le mode d'organisation de la recherche pour la durabilité, c'est-à-dire pour les sciences de développement durable. Si vous avez besoin d'un technicien pour la sécurité incendie de ce bâtiment-ci, pitié, ne me donnez pas un scientifique transdisciplinaire, interdisciplinaire, épistémologique. Pitié, je veux un scientifique classique qui me fait les calculs de sécurité incendie sans prendre compte de rien d'autre. Donc il y a bien des modes d'organisation spécifiques nécessaires pour les sciences de développement durable, et je pense qu'aujourd'hui, ça devient très clair qu'il faut créer des filières tout à fait différentes et les soutenir pour que ça fonctionne. Mais les autres modes d'organisation vont continuer d'exister,
De la même façon que dans les sciences appliquées, les sciences pures continuent d'exister également. Et même, ils peuvent parfois fournir des outils qui peuvent être utilisés par les sciences de développement durable, des nouvelles technologies, un mathématicien qui invente des nouvelles topologies, on peut citer plein de choses. Ça peut être des outils pour les sciences de développement durable. Mais la filière parallèle doit effectivement être réorganisée sur des bases complètement différentes. Okay. Alors, deux petites questions, oui. Monsieur et puis monsieur. Et puis, je propose que vous preniez tous les deux et puis on donne la parole à Tom. Oui. Jean-Philippe Cornelis du Forum civique UCL Créatopia. Je suis vraiment très intéressé par votre rapport parce que moi aussi je passe mon temps, je suis un colloqueux, pas un coliqueux j'espère. Et donc je vais dans différentes disciplines et je suis frappé de voir effectivement que chacun a des connaissances pointues dans des domaines mais ne fait très mal les relations. Et là, c'est bien sûr Descartes qui est le grand responsable de ça, qui avait dit si vous avez des difficultés, coupez-les en petits morceaux, en disciplines, en sous-disciplines. Et maintenant, ces disciplines, disons, ne se connaissent plus l'une l'autre. Il y a des trous noirs épouvantables. Mais ce qui me frappe ici, et je l'avais dit à Dominique Méda hier aussi, c'est que nous nous présentons ici comme des hommes rationnels. Et c'est très beau et c'est une belle vision idéaliste que je partage. Mais par contre, je crois qu'il faut reconnaître que nous sommes aussi des êtres, je dirais, du doute, mais aussi, comme dit Edgar Morin, des êtres demens. Nous disons sapiens, sapiens, mais nous sommes aussi demens. Et donc, en anthropologie, moi je demanderais d'aborder aussi la question de ce que nous, en épistémologie, donc science de la connaissance, ce que nous ne savons pas voir, mais aussi ce que nous ne voulons pas voir et ce qu'on nous empêche de voir. La deuxième question, et puis... Oui. Oui. Alain Henry, ici. Je travaille à la Task Force Développement Durable au Bureau fédéral du Plan, dans une équipe qui essaye d'être transdisciplinaire, qui fait un maximum pour cela. Vous parlez de la science classique et de ses limitations. Bon, la science classique fournit déjà toute une série de pistes, il y a toute une série de choses dont on sait que si on les mettait en œuvre, ça résoudrait toute une série des problèmes auxquels l'humanité fait face. Changement climatique, biodiversité. Et il me semble que la difficulté actuelle, ce n'est pas au niveau d'une science interdisciplinaire, transdisciplinaire, qui est à développer, et les pistes que vous proposez sont sûrement utiles, mais il y a aussi un message à développer pour la collectivité, les autorités publiques, l'ensemble des acteurs de la société qui, collectivement, ne mettent pas en place ces solutions. Et ce que j'aimerais entendre d'études comme celles que vous mettez en place, c'est justement qu'est-ce que vous proposez comme piste, non seulement pour le monde académique, mais aussi pour ces autres mondes politiques, civils, sociaux, ONG, etc. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces deux questions. Peut-être par rapport à la première question, bon, et bien sûr, il y a Descartes, il y a la modernité mathématique et les enjeux de recoupler avec l'expérience humaine, l'inconscient, etc. J'ai essayé de souligner un nouvel enjeu qui, en plus de ça, émerge aujourd'hui, qui est la virtualisation. Et c'est lié au développement de l'informatique, des outils de simulation, etc. Ce qui sont chaque fois des outils qui donnent des opportunités terribles à l'être humain, aussi bien les mathématiques cartésiennes que maintenant les outils de communication par Internet, des calculs, etc., mais qui posent chaque fois un nouveau défi, un nouveau danger. Et donc la virtualisation, clairement, est un de ces dangers-là. Par rapport au contexte plus large, bien sûr, c'est une des limites du rapport. J'ai essayé de commencer à faire le pont avec la question de l'enseignement. C'est-à-dire, le nouveau mode de recherche doit être couplé à de nouveaux modes d'enseignement de façon à former les cadres qui ensuite vont se retrouver dans le département public dans lequel ces mêmes pratiques peuvent être mises en œuvre. Parce que, idéalement, le mode d'organisation qui est mis en évidence, c'est le mode d'organisation du savoir et pas uniquement de la science. C'est-à-dire que la connexion avec la réflexion démocratique sur l'éthique et avec les acteurs sociaux en situation devrait pouvoir se faire au niveau du savoir scientifique, au niveau de l'enseignement de l'éducation et des cabinets, des bureaucraties, des institutions qui conseillent les politiques. Ce qui est problématique, et je pense que là on peut apprendre à partir de ce qui se passe dans les sciences,
c'est les compétences. Il faut des compétences spécifiques pour faire ça. On n'invente pas ça. Quelqu'un qui doit faire la transdisciplinarité doit ajouter à une compétence scientifique des compétences de négociation, de mise en situation, d'aller voir les acteurs. Et je pense que ces compétences-là, on essaye de le mieux les comprendre en mettant en œuvre cette pratique scientifique, mais ils devraient être idéalement présents également au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation des jeunes et expérimentés au niveau des institutions de conseil. Et un des points intéressants des expériences au Japon, c'est qu'en travaillant sur ces 3 plans-là, on peut construire des points relais. C'est-à-dire les partenariats, par exemple, entre universités et certaines villes. Et je sais qu'il y a des projets en Belgique, par exemple à Leuven et à Gand, ils construisent ce type de partenariat également. Ces partenariats peuvent s'étendre à des points relais des organisations qui commencent à avoir l'habitude de faire de la recherche ou aussi de la politique transdisciplinaire et se mettre en binôme avec des équipes universitaires. Et je pense que ce type de changement progressif peut être une piste d'action. Voilà. Merci beaucoup pour les questions.